Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants. La clé du mystère. Nous recevons pour la deuxième fois aujourd'hui Mark O'Byrne qui a écrit un livre 0,001% l'expérience de la réalité aux éditions Atlante. Et nous allons parler cette fois-ci des vies successives de la réincarnation. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Mark O'Byrne, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, nous allons parler des vies successives, des vies antérieures. Nous avions abordé le sujet à plusieurs reprises dans cette émission à propos des recherches du professeur Stevenson qui expliquait que les enfants, surtout en Inde, se souvenaient de leur vie passée. C'est votre cas, Mark O'Byrne? Oui, en fait, c'est un phénomène très courant, puisque pas seulement en Inde, on en retrouve un peu partout. La culture environnante fait que les enfants en parlent plus ou moins facilement. Alors, si vous êtes dans une civilisation qui reconnaît la réincarnation, vous exprimez en tant qu'enfant. Si vous êtes dans une civilisation qui prône tout à fait autre chose, eh ben, vous la fermez, comme on dit. Oui, c'est ça. Alors, justement, c'est ce qui expliquerait que le professeur Stevenson a recueilli beaucoup plus de témoignages en Inde. Oui, certainement, c'est l'explication, oui. À quel moment ces souvenirs vous sont-ils revenus? Alors la première fois, comme je raconte dans le livre 0,01%, ça s'est produit alors que mon père me donnait un bain, que je devais avoir dans les 6-7 ans. Ouais. J'en souviens très très bien. Les premiers souvenirs sont remontés à ce moment-là, et j'ai trouvé ça très très étrange. Ensuite, toujours comme c'est raconté dans le livre, la première réminiscence vraiment très très forte a eu lieu alors que j'avais à peu près 17 ans. Ah oui. À un moment tout à fait inattendu, puisque j'étais au ski dans les Pyrénées, après donc une journée entière de ski, et au retour, avant d'aller prendre un bon chocolat, tout d'un coup le souvenir m'est tombé dessus, vraiment aucun rapport avec la situation. Et c'est d'abord le souvenir du goût de la terre dans ma bouche qui m'est revenu avec une violence inouïe. Donc c'est une perception très très particulière, c'est le goût, j'avais de la terre plein ma bouche quand je suis mort, et la perception première qui a amené tout le reste, c'était celle-là. Et ces réminiscences correspondaient à quelle vie? Alors ça correspondait à une vie qui s'est passée en Grèce il y a 25 siècles. Ça je l'ai appris au fil du temps, puisque au départ j'étais incapable de localiser dans le temps et même dans l'espace au début cette existence-là, dont la première partie remémorée concernait ma mort, les circonstances de ma mort. Pas très agréable comme souvenir. Ah, ça a été un choc. Vous pensez, vous avez à peine 17 ans et d'un seul coup vous voyez agoniser, les membres brisés au fond d'un trou et tous mes copains étaient morts autour. Ça a été vraiment un gros choc dans la mesure où je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je me doute. Le souvenir était il était tapis tout près de la conscience et il a surgi d'un coup. Et est-ce que vous avez eu d'autres scènes de cette vie? Oui, alors de nombreuses scènes sont revenues au fil des années, de temps en temps à travers les rêves, mais souvent de manière spontanée, en cours de journée, les choses devenaient assez précises puisque je pouvais localiser le pays. L'époque, j'avais du mal parce que d'abord je cherchais pas, mais je pouvais localiser ça au moins un millier d'années en arrière, mais je ne savais pas en fait à quel moment ça pouvait se situer, parce que vous savez, quand vous remontez le temps, les choses sont beaucoup moins bornées que maintenant. Maintenant, vous avez les calendriers, vous avez des choses qui vous permettent de mesurer, même si vous regardez un film, vous voyez si vous êtes au 18e, 19e ou au 20e siècle. C'est assez facile. Mais imaginez qu'il y a un millier d'années, c'était pas très différent entre 1000 ans et 1200 ans avant notre époque, vous voyez. Voilà. Donc, je ne savais pas localiser précisément, ni dans l'espace, je savais que c'était en Grèce, mais je ne savais pas localiser précisément dans quel endroit, et je ne savais pas du tout dans quelle période ça pouvait se situer au départ. Alors vous avez retrouvé d'autres vies après, puisque vous en avez retrouvé 12, je crois. Alors, environ une quinzaine, donc, mais la première dont j'ai retrouvé la trace, c'était vraiment la vie en Grèce, puisque je me suis mis dans la tête à un moment, j'étais en vacances au club méditerranéen à Corfou, et je me suis mis dans la tête de prendre un avion d'un seul coup et d'aller à Athènes. Et à partir d'Athènes, dès que j'étais dans la voiture de location, j'ai l'idée qui m'a traversé l'esprit, qui était prégnante en moi, qui était dominante. Ça a été à tout prix de retrouver ces endroits dont je me souvenais. Donc je les ai retrouvés de mémoire à tâtons.
Et alors, vous avez en quelque sorte enquêté, non? Vous avez retrouvé Non, c'est pas une enquête, c'est vraiment au feeling, jusqu'à ce que j'arrive tout près de l'endroit où j'ai vécu, et ça a été un énorme choc. Alors justement, quand vous êtes arrivé à l'endroit où vous avez vécu, comment vous avez réagi? Est-ce que... Écoutez, finalement, pas de manière consciente au départ. C'est ce que j'étais en train de vous dire lors de la fois précédente. C'est la manière dont le souvenir remonte, elle est très particulière. Et donc, pour vous raconter en détail comment c'est arrivé, je savais que j'étais grosso modo dans la région d'origine, mais je ne reconnaissais pas encore les paysages. Et donc, on avait dépassé la ville de Corinthe avec mon épouse, et on s'était arrêté dans un hôtel à environ 15 km après. Et c'est vraiment en plein milieu de la nuit que s'est produit une espèce d'explosion en moi. Je me suis levé, mais sans même savoir ce qui m'arrive. J'étais comme chargé d'électricité, dans un état d'hyperexcitation, alors que, bon, j'avais aucune raison, j'étais en vacances avec une femme magnifique, vous voyez, sans aucun souci. J'étais dans un état d'hyperexcitation sans avoir la moindre idée du pourquoi. Et donc, en plein milieu de la nuit, j'ai enfilé un short et mes baskets, et je me suis mis à courir, à marcher, puisqu'on était sur un hôtel au bord d'une plage, près du golfe de Corinthe, et donc à remonter, sans trop savoir pourquoi, vers Corinthe, la ville de Corinthe. Et j'étais dans un état de tourment complètement inexplicable. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et que le soir, en fait, quand les choses se sont apaisées, que d'un seul coup, un flot de souvenirs est arrivé à ma mémoire, mais c'était au moment où je me suis détendu. J'étais dans une tension, une perturbation extrême, absolument pas, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je n'en avais aucune idée. J'avais plus du tout envie de retrouver quoi que ce soit, de me souvenir de quoi que ce soit. Je me sentais extrêmement perturbé. Et donc la personne qui m'accompagnait ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Je dis écoute, je me sens pas bien, je veux rien savoir. Le soir, on descend en direction du Péloponnèse, on s'habille bien, on se prépare à aller dîner, et quand j'ai vu ma compagne magnifique et nous tout bronzés, donc mon esprit s'est détendu, et c'est à cet instant-là, quand l'esprit s'est détendu, qu'un espèce de flot m'est arrivé dessus, et j'ai revu des centaines de scènes, comme sur un film en accéléré, et j'ai été capable d'en parler à celle que j'appelle Karine, je crois, dans mon livre, qui a un autre prénom évidemment, tout en lui disant, donc tout en lui expliquant que les choses étaient en train de m'arriver, j'étais en train de les commenter, et elles m'arrivaient en même temps. Voilà. Est-ce que ces souvenirs sont aussi présents, conscients, que les souvenirs de cette vie présente? Par exemple, ce qu'on a fait la semaine dernière? Oui, c'est aussi... Oui, et je dirais même, pour un bon nombre d'entre eux, ils sont beaucoup plus présents, puisqu'ils sont beaucoup plus forts, liés à des combats, à la mort, vous voyez, ce genre de choses. Donc, oui, ils sont à tout point de vue beaucoup plus présents, dû à l'intensité des choses, voilà, de ce que j'ai perdu là-bas quand j'ai dû mourir très jeune, la manière dont je suis mort, les regrets que j'ai pu avoir, la violence avec laquelle je suis mort, ça a été très très dur. Effectivement, c'est tout à fait comparable à des souvenirs de cette vie-ci, sauf que dans cette vie-ci, je n'ai pas été lardé de coups d'épée et jeté dans une fosse pour y mourir. Voilà. Ce que je voulais simplement dire, c'est est-ce que c'est aussi présent que, quand on se remémore, par exemple, des souvenirs d'enfance ou des souvenirs de vacances? Je répète, alors oui, c'est plus présent que ça, du fait de l'intensité de ce qui a été vécu. Et je me suis vraiment rendu compte que ma personnalité actuelle était aussi en fonction de ce que j'avais vécu à ce moment-là. Quand j'y suis retourné la dernière fois, c'était il y a un peu plus de 2 ans, mon épouse m'a dit, écoute, il faut que tu tires un trait là-dessus, enfin que tu passes à autre chose, parce que tu vas pas ressasser ce qui s'est passé là-bas, etc., etc., etc. Et donc, ça a été un espèce de déclic pour moi. Je me suis dit, elle a raison. Je peux pas oublier de toute façon, mais il faut vraiment que je passe à autre chose et que j'accepte d'avoir été tué comme ça, sans pouvoir me défendre. Et ça a été difficile d'accepter. J'ai fini par accepter, mais pour vous dire, j'ai mis peut-être 20-25 ans pour accepter ça. Est-ce que je l'ai vraiment totalement accepté? Je ne sais pas. Oui, ça fait un peu comme quand on ressasse des souvenirs de bons moments dans cette vie. Ouais. Et puis, on s'accroche justement à ces souvenirs, mais c'est une tranche de vie qui est passée. Voilà, c'est une tranche de vie qui est passée. Parce que, là où j'insiste, c'est que j'ai vraiment retrouvé... quand on parle de vie passée, on parle quelquefois de gens qui ont la vague impression d'eux. Non, mais moi, il ne s'agit pas du tout de ça. Je n'ai pas eu une vague impression. C'est extrêmement structuré. Cette vie-ci, je m'en souviens quasiment de A à Z, du début jusqu'à la fin. J'ai localisé les endroits où j'ai vécu. J'ai localisé l'endroit où je suis mort. À 10 mètres près, je sais où mon corps est enterré. Ah oui, quand même. Est-ce qu'il y a des souvenirs de certaines vies, puisque vous vous en souvenez de 15, qui sont plus difficiles à gérer que d'autres? Mais la vie de
Grèce qui était la plus difficile à gérer, oui, parce que c'est une mort que j'ai pas du tout digérée, alors que bon, je suis mort en Afrique, je suis mort en Chine, évidemment partout où je suis passé, et les circonstances de la mort ont quelquefois été violentes, mais curieusement, c'est vraiment la vie de Grèce qui a été la plus lourde, et c'est, je pense, pour cela qu'elle est réapparue en premier. Et les autres vies, elles vous sont revenues comment ? De manière tout à fait spontanée. Dans les années 90, j'avais été voir un gars qui faisait de ce qu'on appelle du lying, parce que j'avais des petits soucis de santé, mineurs, on va dire, par rapport à ce que les gens ont en général. J'essayais de comprendre pourquoi. Et au cours de cette séance de lying, j'ai tout un tas de vies qui me sont revenues en tête de manière assez facile. Il suffisait vraiment d'ouvrir un petit peu l'esprit, et puis boum, c'est arrivé en cascade. Et par la suite, les choses arrivaient, naturellement. Les vies de femmes m'ont créé un problème au départ, parce que, évidemment, je suis un homme, un garçon, et quand j'ai commencé à me remémorer en détail avec tout ce que ça suppose, je veux dire, là, de vie de femme, j'étais quand même un petit peu jeune, je disais, il faut que la conscience, l'être incarné puisse engrammer tout ça, reprogrammer un petit peu ses cellules nerveuses, en disant, je me souviens aussi de ça, je sais ce que c'est que d'être une femme avec tout ce que ça suppose. Bien sûr. Nicole Drault, que nous recevons ici régulièrement, à plusieurs reprises nous a dit qu'à travers sa NDE, elle avait vu certaines de ses vies passées et qu'elle prenait conscience de la cohérence qu'il y avait entre elles et que tout semblait finalement logique. Absolument, mais c'est le sentiment qu'on a au fur et à mesure où on élargit son champ de vision. Parce qu'effectivement, si on réduit son champ de vision, sa conscience à une série d'événements, même dans sa vie présente, et qu'on élargit, si on se concentre vraiment sur une série d'événements, on voit de l'injustice, on qualifie les choses de bien ou de mal, on n'a pas l'image globale, comme diraient les Anglais, l'image globale de la situation. Plus on élargit sa connaissance et sa mémoire, plus on comprend effectivement que tout ça, ça fait partie d'un cheminement, d'un cycle, et on finit par comprendre que chacun d'entre nous peut se remémorer plus ou moins de choses, mais quand on commence à se remémorer beaucoup de choses, on finit par comprendre que l'existence sur Terre, dans ce monde-ci, dans cette dimension-ci, on n'y passe pas la totalité de l'éternité. C'est ce que je veux dire. Ce n'est qu'un cycle qui va peut-être durer, 40, 50, 60 000 ans, avec beaucoup de pauses dans les autres mondes, mais on ne va pas y passer les 60 milliards d'années suivants. On n'est pas originaire forcément, quand on parle d'origine, je crois qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension de la chose. On est en voyage de toute façon, et très probablement on était incarné sur le plan matériel dans d'autres régions, on va dire, du cosmos, avant d'arriver sur Terre. Ça me semble extrêmement probable pour chacun d'entre nous. Et c'est logique, oui. Quel est, selon vous, le véritable sens de l'incarnation des vies successives ? Alors, on parle d'apprentissage. Moi, je crois que ça a quelque chose à voir avec ça. Oui. Alors, quand on parle de karma, je pense que c'est quelque chose d'assez difficile à définir, surtout si on le pense en termes d'obligations, de sanctions et de récompenses. Je crois vraiment que le karma, c'est plus un instrument d'apprentissage. Et il me semble que c'est plus l'addiction qui nous fait nous réincarner plus ou moins vite. Mais bon, je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas pour moi, manifestement, c'est ça qui me pilote. Si vous avez été une femme et que vous n'avez pas, je prends un exemple tout bête, et que vous n'avez pas eu une maternité satisfaisante, ou si vous vu grandir vos enfants correctement, vous allez puissamment désirer vivre cet épisode jusqu'à son terme, et vous allez revenir pour ça, vous voyez. Le désir, l'addiction, l'addiction au sens fort, je pense que c'est la chose majeure qui nous fait redescendre ici pour boucler la boucle. Et la boucle, elle se boucle en quelques dizaines de milliers d'années, et après on passe à autre chose. C'est une école, la Terre, c'est un terrain d'expérimentation. Moi, je crois que c'est l'image qui se rapproche le plus. Alors, toutes les images sont imparfaites, mais je pense que si on s'adresse à des personnes physiques, et c'est le cas sur votre radio, là, des personnes physiques incarnées comme moi, c'est l'image qui va être la moins fausse. Voilà. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. FréquenceÉvasion.com, FréquenceÉvasion2.com et MonteCarloAzur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Mark Auburn et nous parlons de réincarnation, de vies successives. Alors, certains intervenants nous ont expliqué que nous serions dans une matrice et qu'en réalité, nous n'aurions pas vraiment besoin de nous incarner. Alors, comment on pourrait interpréter tout ça ? Alors oui, on me pose souvent la question. J'ai une correspondance assez importante avec les lecteurs, et par la page Facebook et par le site internet. Donc,
c'est une question qui revient un peu plus souvent en ce moment. Alors, je crois que c'est deux sujets qu'il faut séparer. D'abord, la matrice, moi j'en ai pris conscience il y a à peu près une trentaine d'années, mais c'est pas la matrice telle qu'on l'imagine à la Matrix, comme le film. Hein. Bon, j'ai fini par comprendre, en pratiquant sur moi, j'ai fini par comprendre que l'ensemble de la planète est pris dans un espèce de champ énergétique et que les formes pensées, les pensées fondamentales de l'être humain, comme de tout ce qui vit sur la planète, elle n'est pas vraiment localisée, ces formes pensées ne sont pas localisées dans les cerveaux ou dans les systèmes nerveux des animaux ou des hommes. Donc il y a une espèce de banque de données globale qui environne la planète, et quand un être naît, il va aller chercher par choix, ou par habitude, ou par son environnement culturel, il va chercher dans l'immense bibliothèque terrestre les comportements et les idées qui vont nourrir sa personnalité. Mais la pensée n'est pas forcément localisée, l'idée n'est pas localisée, elle ne naît pas spontanément dans un cerveau, c'est le cerveau qui va aller la chercher comme un espèce de récepteur dans la grande banque qui nous environne. Et la matrice, c'est ça pour moi, vous voyez, c'est la bibliothèque. Mais on n'en est pas prisonnier au sens où on peut en sortir et on peut aller visiter d'autres bibliothèques, et voilà. Bien sûr. Donc c'est pas quelque chose qui nous a servi, c'est plus un instrument de connaissance. Comment se passe le processus d'incarnation ? Alors autant que je m'en souviens, parce que je me souviens évidemment, j'ai pas la connaissance totale de ce qui se passe, hein, vous vous en doutez. Donc il y a des choses dont je me souviens. Moi, je ne parle que de ce que je connais. Ce dont je me souviens avec beaucoup de netteté, c'est mon arrivée ici sur Terre lors de cette incarnation précédente, puisque j'étais dans les derniers instants dans la cour de l'hôpital avec des amis à moi, j'allais dire mes potes à moi, et j'étais pas spécialement stressé ni pressé, et que c'est la Corde d'Argent qui m'a dit, je m'en souviens très bien de ce moment-là, qui m'a dit bon bah c'est le moment d'aller occuper le bon, j'avais déjà fait quelques allers-retours dedans, mais bon voilà, je m'en souviens très bien, et à l'âge de, je m'en suis toujours souvenu de ce moment-là, et à l'âge de 4 ou 5 ans, je suis devenu ami avec un camarade, avec un garçon qui s'appelait Bernard, qui était fils du directeur de l'hôpital, et il m'a emmené chez lui, on était vraiment très jeunes, et j'ai voulu revoir l'endroit où je me trouvais à ce moment-là, et comme les plantes avaient beaucoup poussé dans le jardin de l'hôpital, j'avais été un petit peu perturbé par ça, en disant mais qu'est-ce que l'endroit a changé depuis que je suis arrivé ici, vous voyez le genre de choses. Donc je me souviens de ce moment-là, je me souviens de quelques instants précédents dans les mondes supérieurs où j'étais en train d'élaborer entre guillemets des plans, en faisant bien d'autres choses aussi. Si vous voulez, ce dont je me souviens, c'est que l'incarnation nous paraît importante, mais pas si importante que ça. On n'en fait pas un fromage non plus, on sait qu'on va passer par là, on est assez motivé, hein, on est plutôt joyeux, on se dit voilà, on sait que ça va pas durer longtemps en termes de temps, parce que la notion de temps dans les mondes supérieurs elle est très très différente, on sait que ça va être extrêmement court, comme ici ils disent comme un coup de fusil, la vie passe comme un coup de fusil, dans ma région, j'habite le Roussillon, la vie passe comme un coup de fusil, c'est l'idée qu'on en a, on va apprendre beaucoup de choses, ça va pas être facile, mais on a tendance à être assez léger par rapport à ça, on fait pas, dans ce que je me souviens, on n'en fait pas un fromage, c'est pas la grande angoisse. Non. Donc voilà. Donc je me souviens pas de tout, mais je sais très bien qu'on forme d'abord un corps énergétique, puisque ça va être le véhicule principal qui va nous permettre de nous incarner. Donc on forme un corps énergétique à partir de rien, si on a complètement abandonné son corps énergétique de la dernière incarnation. Donc on en reforme un en complet, on l'harmonise avec ce qu'on est en réalité, et on le synchronise également avec l'ADN de l'autre. Enfin, c'est un mécanisme assez complexe. Je l'explique un petit peu sur certaines pages Facebook. L'incarnation, c'est pas simplement rentrer dans une espèce de boîte qui est le corps physique. On va créer un double maillage énergétique. On l'a étudié ça avec un ami qui est avec moi ce soir d'ailleurs. On l'a regardé chacun de notre côté. Et on crée un espèce de double maillage énergétique. Un premier maillage qui va emprisonner littéralement le corps de lumière, et un second maillage qui va parcourir le corps physique. Et donc ce double maillage est relié par la Corde d'Argent. Ce qui explique que quand on est en voyage hors du corps, on est quand même malgré tout emprisonné dans un espèce de maillage énergétique, et qu'on est ramené au corps par la Corde d'Argent, parce qu'elle-même elle est prolongée par tout un tas de filaments qui parcourent le corps de lumière. Voilà. À la mort, on a une dissolution complète des structures énergétiques, des maillages énergétiques, ce que les hindous appellent les nadis, à l'intérieur du corps physique, mais également à l'extérieur. Alors on sait le faire tout seul, on le fait nous-mêmes d'une manière naturelle ? C'est un processus automatique très complexe, mais c'est un processus sur lequel le moi supérieur agit, dans la création comme dans la destruction, mais également, évidemment, s'appuie sur les lois naturelles, comme pour toute chose. Il y a aussi des lois cosmiques, des lois naturelles, que ce soit dans ce monde-ci ou dans les autres, évidemment. Bien sûr. Alors, les parents ont conçu le fœtus se développe. À quel moment, justement, l'énergie de la personne qui va s'incarner va prendre possession du fœtus ? Je pense que c'est très variable. Je pense que plus tôt on prend possession du fœtus, plus on lui donne de la force et de la vie. C'est le réflexe qu'on a. On se dit, je dois m'occuper de lui. Au début, on le considère comme lui, puis assez vite, on oublie, on fait la
fusion entre lui et nous, et on pense nous, et même on a une fusion totale avec la mère, jusqu'à la naissance. Ça peut arriver vraiment. Voilà. La différence entre la mère et l'enfant, elle est pas folle à rendre quand on est au sein physiquement de la mère, qu'on baigne dans son champ énergétique et dans sa physiologie, dans sa chimie. Et moi, je me souviens un peu de ça. C'est quand même un peu particulier. L'identité telle que vous la percevez, vous la regagnez quand vous sortez, quand vous êtes dans le fœtus, mais vous la reperdez quand vous rentrez dans le fœtus assez vite. L'effacement de la mémoire, elle débute comme ça. Est-ce que ce processus est facile à vivre? Est-ce qu'il est vécu d'une manière consciente, très consciente? Oui, il y a une conscience. Alors, vous dire, moi, je suis de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'inconscience. Donc, bon, voilà. Donc oui, il y a une forme de conscience aiguë, effectivement, à toute étape des choses. Le fœtus ressent puissamment ce qui se passe à l'intérieur du corps de la mère et dans son propre corps. Oui, absolument puissamment. S'il y a quelque chose qui est consommé par la mère et qui est toxique pour le corps, il le ressent puissamment. Et je peux vous dire, j'ai des souvenirs de ça, moi. C'est pas léger du tout. Et tout ça, ça passe par l'accord d'argent, finalement. Alors voilà, le lien entre le lien entre ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes fondamentalement un esprit qui a un véhicule qui est le corps de lumière, moi je schématise, lequel corps de lumière est emprisonné dans un espèce de gros maillage énergétique. Ce gros maillage énergétique est connecté lui-même au maillage énergétique du corps physique. Voilà. Est-ce qu'on le vit d'une manière très consciente? Alors, l'essence de l'incarnation, en tout cas dans le processus de descente, on va dire, si on peut symboliser ça comme ça, ça va être justement d'oublier. Dans la première phase de la série d'incarnation, pour bien travailler l'incarnation, on va oublier, parce que ça c'est la règle du jeu, entre guillemets, local, du monde physique. Mais dans bon nombre de civilisations avancées, les gens gardent une mémoire de ce qu'ils ont été précédemment. Alors plus leur évolution est importante, plus ils vont percevoir ce qu'ils ont été. J'appelle ça l'éclairage. Moi, j'essaie d'écrire sur la page Facebook en ce moment ce que c'est que la spiritualité universelle, c'est-à-dire la spiritualité telle qu'elle est chez les peuples évolués de l'ensemble des univers. Donc de ce dont je me souviens. Donc d'une manière générale, les membres des espèces évoluées se souviennent évidemment de qui ils sont de toute leur vie actuelle, mais évidemment d'une série de vies présentes, et plus leur évolution est avancée, plus ils vont aller loin dans toutes les directions en termes de mémoire, vous voyez ce que je veux dire, lucidité. Et une partie de cette mémoire et de cette lucidité va également un petit peu en avant, dans le futur. Alors, il y a une espèce de préscience naturelle chez les êtres avancés, ils savent ce qui va c'est un peu comme un éclairage de phare qui éclaire beaucoup en arrière, un petit peu en avant, vous voyez. D'accord. Et plus la personne est évoluée, plus elle éclaire loin dans le passé et loin dans le futur. Voilà. Donc, dans les espèces, chez les civilisations avancées, vous choisissez un corps, une civilisation plus avancée. C'est le cas de bon nombre d'entre nous. C'est pas parce qu'on est ici dans un corps très peu évolué, au milieu d'une bande de sauvages qu'on appelle les êtres humains terrestres, qui s'amusent à se lancer des bombes atomiques, à avoir des religions comme on les connaît, et à s'entretuer tous les uns les autres. C'est pas parce qu'on est au milieu de cela qu'on a toujours été au sein d'une civilisation extrêmement primitive. On peut tout à fait venir de civilisations beaucoup plus évoluées et y avoir passé des millions et des millions d'années. Et c'est le cas d'un certain nombre d'entre nous, oui, absolument. Alors tout ce qui vit ici, ce qu'on appelle la matière, quand on est ici sur Terre, on appelle ça la matière, a son double de lumière, le minéral, le végétal, le monde animal et humain. Visiblement, il y a une contrepartie au moins éthérique. Oui, voilà. Donc, et quand vous regardez le monde matériel d'un point de vue du monde astral, vous voyez l'agitation moléculaire, enfin ce que les physiciens décrivent, à leur façon, mais vous distinguez très très bien que la matière, c'est pas quelque chose d'aussi solide et d'aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, vous le voyez avec les yeux de votre corps de lumière, vous voyez très très bien que si un objet garde sa forme, c'est une espèce de miracle en fait. Vous voyez. Donc, qu'il y ait une contrepartie astrale, moi j'irai pas jusque là, mais il y a une contrepartie, il y a absolument tout baigne dans l'énergie éthérique. Je pense qu'il y en a dans le cosmos entier, y compris dans le vide interstellaire. Et beaucoup de choses me donnent à penser que c'est la masse manquante de l'univers, cette énergie éthérique, parce que on a pu constater que cette énergie éthérique a une masse même très faible, mais elle a une masse, donc elle a une inertie. Elle est sensible à la gravitation même de manière très faible. Donc cette énergie éthérique, si elle remplit l'ensemble du cosmos, même si c'est d'une manière, on va dire, discontinue, ce que souvent je suis pas sûr, il est très très probable qu'elle vienne expliquer la masse manquante de l'univers. Je sais pas, qu'elle est de l'ordre de 90 ou 80%, je sais plus. Les physiciens ont calculé, ça c'est les effets gravitationnels.
visiblement, il y a beaucoup de matière qui manque pour que le modèle cosmologique puisse fonctionner. Et moi, je pense, nous, on sait que la matière éthérique, elle existe. On sait qu'elle baigne tout, on sait qu'elle a une masse, on sait qu'elle est sensible à la gravité et une certaine forme d'électromagnétisme. Donc, quand les scientifiques se pencheront vraiment là-dessus, ils vont se reposer les questions d'une autre façon. Mais la masse manquante de l'univers, pour moi, elle est là. Je peux me tromper, mais je sais qu'elle interagit avec la matière physique. Pour moi, c'est de la quasi-matière. Pour d'autres aussi, ceux qui ont le même genre d'expérience que moi, c'est de la quasi-matière. Donc, voilà. Je termine ce chapitre, c'est la masse manquante de l'univers. On devrait pouvoir assez vite maintenant l'expérimenter technologiquement. D'ailleurs, je peux vous annoncer, Alain, que ça a été fait par les gens de l'IAC, qui ont prouvé cette année l'existence de l'énergie, donc de l'énergie vitale, en utilisant un scanner à résonance magnétique nucléaire, un IRM. Ils ont vraiment démontré l'existence de l'énergie. Ils ont des centaines de preuves maintenant de cette énergie et des photos. C'est vraiment des photos qui sont, j'espère qu'ils feront une publication à ce sujet-là, mais moi j'ai vu le résultat de ces travaux en avril au Portugal. Il y a une démonstration scientifique qui est on ne peut plus claire. Oui, cette énergie existe, elle est objectivement mise en évidence par un IRM. Voilà. Et c'est hallucinant, vraiment, c'est très très étonnant. Ce que je voulais dire finalement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une naissance sur Terre, il faut donc qu'il y ait une âme pour animer le corps, bien entendu. Comment peut-on expliquer qu'il y ait toujours une âme volontaire prête à s'incarner pour animer un corps? Vous savez, les espèces intelligentes sont extrêmement nombreuses. Les gens se font une idée aussi très particulière du cosmos. D'abord, ils se font une idée minuscule de la réalité, d'une manière générale. Et vous avez un rôle à jouer peut-être pour élargir les esprits. La première chose, c'est d'imaginer qu'on est seul dans l'univers. Je me souviens, dans les années 70 ou 80, vous aviez encore des physiciens ou des cosmologistes pour expliquer que le système solaire était un hasard, une chance sur des milliards et des milliards, et que la plupart des soleils n'avaient pas de cortège de planètes, donc il y avait pratiquement de vie nulle part dans l'univers. Faites des recherches, vous verrez que c'est vrai. Les scientifiques, même de haut niveau, prétendaient ça il y a 50 ans. Et c'était des gens réputés intelligents. Et puis on a découvert que c'était des âneries, tout simplement par l'observation, avec les moyens technologiques dont on dispose. On finit par comprendre, on finit par observer, que ce soit par observation directe ou par les mathématiques, parce que bon, c'est un peu ça aussi. Quand on étudie le rayonnement d'une étoile, on voit que de temps en temps son rayonnement baisse parce que certaines planètes passent devant, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a compris qu'il y avait des cortèges planétaires, pratiquement, c'était la règle générale et c'était plus l'exception. Donc, le cosmos physique, on prend que notre dimension, est rempli de vie intelligente. Il y en a partout. Il y a des cortèges de civilisations, rien que dans notre galaxie, il y en a des quantités que les gens n'ont aucune idée, vraiment. Donc de toutes les sortes. Et la plupart sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancés que nous. Il y a évidemment un nombre, on dit qu'il y a 100 milliards de galaxies, je sais pas, je suis pas qualifié pour parler du nombre de galaxies, mais vous imaginez le nombre de civilisations qu'il y a dans les galaxies, et 100 milliards de galaxies. Et ensuite, vous montez un cran en disant que notre dimension, la dimension physique, c'est une dimension parmi un très grand nombre d'autres. Alors je ne sais pas combien, mais je sais qu'il y en a plus de 7, ou plus de 11, ou plus de 13, ou plus de ce que vous voulez. Et là aussi, on est sur des idées qui sont farfelues, d'après moi, parce que les gens qui avancent les 7 mondes, ou les 7 niveaux, etc., je ne sais pas où ils ont été chercher ça, mais moi, et mon expérience personnelle, et celle de beaucoup d'autres qui font des expériences de ce type-là, on est incapable de mesurer le nombre de dimensions. On sait qu'il y en a un gros paquet, mais alors là, on n'a pas pris un espèce de boulier en se disant tiens, il y en a une de plus, je vais monter d'un cran, il y en a une autre, puis encore une autre, et puis encore une autre. Voilà, donc le cosmos est immense. Et ce qu'on sait, c'est que plus les dimensions sont hautes en vibration, plus elles sont grandes géographiquement, si on peut dire. Vous voyez ? Pour en revenir à la réincarnation, supposons que des parents soient en train de concevoir un fœtus, un bébé, et que au dernier moment, ils trouvent pas preneur. C'est-à-dire que personne veut s'incarner dans ce fœtus. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de volontaires que de chaises libres. Voilà, c'est ce que je voulais Donc, vous entendre dire. Même si c'est particulier de venir ici, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément de monde. Donc, on a des visiteurs, il y a des gens qui pensent pas forcément à venir ici, et puis ils sont attirés par l'originalité de l'expérience. De toute façon, l'univers est rempli d'originalité. Il ne faut pas croire qu'on est un cas particulier. Alors, c'est une idée que je voudrais avancer aussi, l'idée que la Terre, notre système solaire, et l'être humain en particulier, c'est quelque chose de vraiment particulier. Ça, c'est une idée extrêmement puérile. Je me doute. Et je dirais même, c'est une idée imbécile qui montre qu'on est vraiment sur une échelle de 0 à 10 000, on est vraiment à 0 en termes d'intelligence et d'évolution. On se croit
croient vraiment le centre de l'univers parce que des soi-disant religions, alors je mets religion entre guillemets, nous ont expliqué que Dieu nous a créés, s'occupe de nous particulièrement. Ça, c'est une énorme bêtise, c'est une imbécilité, mais alors, quand on finit par comprendre la nature de la réalité, on se dit, mais comment les gens peuvent croire à des trucs comme ça? Même s'ils sont 3 milliards à croire à des choses comme ça, ce sont des imbécilités. On n'est pas le centre de l'univers, on n'est pas l'objet que Dieu a créé de manière spécifique en portant son attention sur nous, et toute la création ne tourne pas autour de nous. On fait partie d'une création, oui, qui est absolument immense, peut-être infinie dans toutes les directions. On est une espèce, d'abord on n'est pas des êtres humains pour l'éternité, on est une espèce comme une autre, très faiblement évoluée, extrêmement primitive, extrêmement agressive, et avec un niveau de connaissance technologique extrêmement bas. Anne Gévaudan nous disait qu'on était au jardin d'enfants. Oui, c'est une assez bonne image, et on se prend vraiment pour des grands gaillards, mais on ne connaît que le premièrement, premier tiré, petit a, et encore. On dit aussi que nous venons tous pour accomplir un programme préétabli, que nous devons réaliser une fois sur Terre. On dit que finalement, on vient dans une école, on en parlait tout à l'heure, pour accomplir un programme, mais on dit aussi que finalement, on serait dans un processus d'incarnation automatique pour certains, pour ceux qui ne l'auraient pas décidé. On dit aussi que la réincarnation est obligatoire finalement. Alors à un moment donné, vous êtes... Oui, ça c'est ce qui est prôné par certains courants de la religion, de la philosophie bouddhiste. Oui, je ne sais pas. Franchement, je pense que la réalité est certainement beaucoup plus complexe que ça, et qu'on peut avoir quelques difficultés à généraliser. Je pense qu'on a énormément de cas de figure, et effectivement les gens peuvent, je pense que c'est possible que les gens peuvent tomber dans une réincarnation de manière mécanique, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de lucidité et de libération après la mort que ce qu'on peut imaginer, même si ça prend du temps. Et ça, je vous parle que d'observation directe. Je raconte dans mon bouquin, que j'ai vu sortir un gars vers ce qu'on appelle les limbes. Il a bien dû y passer 3 ou 4 siècles, vu comment il est habillé. Donc, 3 ou 4 siècles, c'est long, mais c'est court à la fois. Donc, les gens finissent par redevenir lucides d'une manière ou d'une autre, même s'ils croient à des choses, complètement farfelues, comme en religion, qui circulent actuellement sur Terre. Parce que ces religions-là, quand vous les considérez d'un point de vue des mondes supérieurs, elles vous semblent complètement farfelues. J'insiste bien là-dessus. Farfelues. Vous avez du mal à croire que les gens puissent croire à des choses pareilles. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Marc Auburn et nous parlons de réincarnation, de vies successives. Jacqueline Bousquet disait que nous étions rois dans notre royaume. Est-ce que c'est nous qui choisissons notre programme en toute liberté? Alors, le programme terrestre? Oui. Moi, je pense que oui, on le choisit, mais on le choisit aussi en groupe. Alors, il y a des gens qui avancent ça, mais moi, je me souviens de ça aussi. Je me souviens que mon programme, c'est mon programme, mais que je me suis concerté avec d'autres que j'ai pu croiser dans ma vie, quelquefois 5 minutes, mais il était prévu qu'on se rencontre et qu'on se croise quelquefois 5 minutes comme ça. Donc, oui, c'est un programme collectif, tout comme un programme individuel. On se met d'accord avant, finalement, quelque part. Voilà, dans les grandes lignes, on se met d'accord avant, et tout ça se passe, on va dire, dans la bonne humeur, avec beaucoup d'intelligence, comme sont les gens dans les mondes supérieurs. Quand on les rencontre, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? On va rencontrer le Christ puissance 15, quoi. Oui, beaucoup de discussions, d'attention, Oui, beaucoup de sensibilité, d'intelligence, de sensibilité dans toutes les directions, beaucoup de fraîcheur, de jeunesse en même temps, de sagesse en même temps. C'est voilà qui on est en réalité quand on ressort de l'incarnation terrestre et qu'on émerge petit à petit des systèmes de croyances. Ça prend quelquefois du temps, pour ça on a différentes étapes, mais on redevient ce qu'on est, et on cesse d'être des ânes bâtés, des imbéciles, parce que notre vraie nature, c'est d'être des créatures libres, des créatures, on va dire, de Dieu. Je veux pas prendre un mauvais terme que les gens vont mal interpréter. Dieu, on ne le comprend qu'en fonction de notre degré d'évolution. Donc un enfant de 2 ans comprend Dieu d'une certaine manière, et on est tous des enfants de 2 ans quand on est sur Terre. Quand on a grandi, qu'on a un diplôme universitaire et qu'on est croyant, on voit les choses d'une manière un petit peu plus évoluée. Poussez ça à une échelle beaucoup plus élevée, et au fur et à mesure où vous évoluez dans les mondes supérieurs, votre idée de Dieu devient de plus en plus précise. Est-ce qu'il y a des techniques pour retrouver ces vies passées? Moi, j'en sais rien. Parce que chez moi, en fait, je passe mon temps à essayer de
plutôt de pas en avoir trop, parce que c'est, comment vous dire, Alain, Oui. c'est très prégnant dans ma vie, et ne serait-ce qu'avec mon épouse actuelle, ça nous a littéralement envahi, à son insu aussi, parce que elle, fondamentalement, elle s'intéresse pas à ça, elle n'a pas envie d'en parler, mais malgré tout, ça l'est littéralement comme une vague qui lui est arrivée dessus, pouf. Et c'est pas venu de moi, c'est venu d'elle. Je rentre pas dans les détails, hein, parce que bon, je veux pas trop parler d'elle, mais bon, on passe son temps à se dire, ok, on est le résultat de ce qu'on a vécu dans le passé. Manifestement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le prolongement de ce qu'on a vécu dans le passé. Je suis bien obligé de m'en occuper, en tout cas avec mon épouse, parce que nous, ça fait 30 siècles qu'on est ensemble régulièrement. Elle s'est souvenue de pas mal de choses sans s'y intéresser, c'est ça le paradoxe. Et moi, je me souviens de beaucoup de choses aussi, et je comprends que les espèces de pelotes de ficelle à démêler, elles viennent directement d'il y a 3000 ans et 2600 ans, 2700 ans. Et je me souviens de bien des circonstances précises dans lesquelles on a fait des nœuds et des nœuds et des nœuds, voilà. C'était quoi votre question Je vous demandais s'il y avait des techniques particulières pour retrouver... Oui, alors mais moi je développe une technique particulière pour gérer ça de manière raisonnable, parce que quand j'ai dû gérer la vie en Grèce avec tout ce que ça impliquait, j'étais assez jeune, ça a été assez perturbant, hein. Il fallait que j'assume, bon, j'étais cadre sud dans une boîte, beaucoup de choses en même temps, et le souvenir d'une vie dans laquelle j'ai été massacré par des soi-disant copains, et j'ai pas digéré ça, j'ai mis pas mal d'années à mettre le mouchoir par-dessus. Donc, quand vous soulevez un nouveau souvenir dans lequel vous n'avez pas forcément le beau rôle, vous précipitez pas pour connaître la suite, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je peux vous dire, je suis parti du nombre, hein. J'ai été un mec normal un certain nombre de fois, ou une nana normale, mais dans un bon nombre de cas, et je voudrais pas ternir ma réputation auprès de vos auditeurs, j'ai pas été forcément un type bien, et je rentre pas dans les détails. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Probablement, mais bon, là, de toute façon. À personne. Mais pour moi, bon voilà, je sais de ce dont je suis capable dans certaines circonstances, en tout cas, voilà. Je pense pas qu'on ait été des petits anges à chaque incarnation, quand même. Ah ben ouais, c'est pas mon cas. Moi, j'ai été vraiment un brave type, normal, voilà. Mais j'étais aussi un très très sale type, voilà. Et je trouvais ça normal d'être un très sale type. Alors justement, d'incarnation en incarnation, comment peut-on être un chic type et puis se retrouver à être quelqu'un de pas très recommandable? Alors moi, je crois qu'on balaye un peu tout le champ d'expérience. Et puis vous savez, on se rend compte que il est plus facile, comment dire, d'être un brave type quand vous naissez en Occident avec des parents qui gagnent 10 000 euros par mois chacun, et puis que tout va bien pour vous, vous faites des études supérieures, tout ça, plutôt que de naître en Afrique, dans un endroit où ça tire dans tous les sens, où vous n'êtes pas sûr de vivre plus de 2 ou 3 ans de plus. Là, vous devez vous débrouiller pour survivre. Vous vous rendez compte de quoi? C'est que ça dépend beaucoup des circonstances, la manière dont les gens évoluent. Donc, quelque part, même si vous êtes enclin à juger les gens en fonction de leur comportement, vous savez, le comportement de gens, il vient beaucoup de leur besoin de survivre, et puis s'ils voient à côté d'eux des gens qui ont plus de possessions qu'eux, ils essaient de leur prendre. Les guerres de religion, souvent, ce sont des guerres d'avidité, hein. C'est pratiquement ça. Vous savez, on parle beaucoup des islamistes et tout ça, mais ce sont surtout des gens qui sont avides, d'accord, qui sont une forme d'avidité suprême, c'est de vouloir la vie telle qu'elle est promise par la religion. C'est une avidité d'une insondable ambition. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis tant qu'à faire, autant avoir aussi les biens terrestres, c'est-à-dire quand on est un homme, énormément de femmes, etc. Vous voyez, des choses extrêmement basiques, hein, voilà. Donc l'avidité, c'est la base de la religion, enfin, des religions primitives. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier à ajouter justement sur ce sujet de la réincarnation? Oh ben beaucoup de choses. Oui, je me doute, mais quelque chose dont on n'aurait pas parlé, quelque chose de particulier. Je crois qu'il faut insister sur le fait qu'on est le résultat de ce qu'on a vécu, ça c'est certain. Qu'on est très probablement en contact avec des gens qu'on a connus autrefois, parce qu'on chemine en groupe malgré tout. Voilà. Donc à un moment ou à un autre, on retrouve des gens qu'on a connus, et quand les gens se remémorent de leur vie passée, je dis tiens, lui c'était probablement mon oncle dans une vie passée, ce genre de truc, vous voyez. Et que on ne doit pas censurer les choses. Je pense que quand le moment est venu de se souvenir, on se souvient. Ça fait partie du cycle de retour, on va dire, parce qu'il y a une espèce de cycle dans lequel on descend et on perd le souvenir. Et là, dans la deuxième partie du cycle, dans lequel, à la fin, au terme duquel à la fin, on va partir d'ici, on commence à se souvenir de qui on est et de qui on a été. Ça fait partie des choses naturelles que de retrouver la mémoire. On commence par la perdre, et ensuite on la retrouve. Voilà. Donc, moi je dirais, il ne faut pas forcer les choses. Quand on sent qu'on doit se souvenir, les choses arriveront d'une manière ou d'une autre, le souvenir reviendra, il sera plus ou moins précis.
s'il est précis, il va avoir un énorme impact sur la personne. Moi, je suis bien placé pour vous parler de ça. Et effectivement, se souvenir de quelques vies, les unes à la suite des autres, mais vraiment s'en souvenir. Je parle pas vague en disant, il me semble avoir vécu en Autriche au XVIIIe siècle. Ça, c'est pas un souvenir. Ça, non, voilà, c'est ce que je voulais dire, préciser au départ de l'émission. Voilà, donc bon, un vrai souvenir, c'est tout ce qui va avec. Hein. Tout à fait. C'est chaud, hein. C'est pas de la rigolade. Non. C'est pas de la littérature. Donc voilà, il faut accepter tel qu'on est et bien comprendre que si on se souvient d'une tranche de vie ou d'une tranche de vie ou deux tranches de vie au pluriel, on se souvient pas forcément de tout. Oui, je me doute. Et que il reste certainement beaucoup de choses qui sont dans l'ombre, et en particulier les vies non terrestres, pas sur cette planète. Et ça, c'est une espèce de saut dans les souvenirs où la mémoire commence à vous restituer des incarnations ou des vies sur d'autres plans d'existence, où vous pouvez être incarné, mais sur d'autres plans d'existence, ou des vies dans le cosmos physique, mais sur d'autres planètes, et pas forcément dans un corps humain. Ou alors dans un corps humain que vous diriez magnifique. Alors donc là, on rentre dans un domaine assez particulier. Mais la mémoire vous charrie ce genre de choses au bout d'un moment. Alors vous avez publié 0,001%, l'expérience de la réalité aux éditions Atlante. Vous avez un autre livre en préparation ? Oui, alors j'ai un autre livre en préparation, bien qu'étant très occupé, on va dire, sur des choses ordinaires, professionnelles, puisque je suis pas dans le business spirituel à proprement parler, je vis de bien d'autres choses, j'ai une entreprise, et donc je dois m'occuper de cette entreprise et de ses salariés. Et donc j'ai un autre livre en préparation qui va s'intituler Ouragan, et qui va mettre l'accent justement sur les relations particulières que nous pouvons avoir, en l'occurrence avec ma compagne, ma femme, c'est mon épouse, et de montrer à quel point ces relations qui sont anciennes peuvent avoir un impact sur le présent. Et pour nous, ça a été vraiment un ouragan, avec tout ce que ça comporte. Et pour ceux qui connaissent mon épouse, qui est une personne remarquable à tout point de vue, au sens littéral du terme, vous la remarquez. Donc pour ceux qui connaissent mon épouse, ils sont littéralement, et notre couple, ils sont éberlués de tout ce qui se passe autour de nous. Et ça va ça balaye à peu près tout le spectre que vous pouvez imaginer. Je ne sais pas si elle a vraiment envie que je raconte tout ça, je crois pas qu'elle a envie qu'on raconte tout ça, mais tout ce que vous pouvez entendre au cours de vos émissions, de réminiscences de vie passée, de contact avec des espèces extraterrestres, etc., on y a eu droit. D'accord. Voilà. Et il y a eu droit aussi. Eh bien, au moins, vous vous sentez pas seul. Et quelque chose de particulier, c'est qu'on a quand même fait, j'ai fait 3 voyageurs du corps avec elle. Ouais. Bon, elle était en train de dormir, mais je l'ai emportée avec moi. Donc ça, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est la première personne avec qui je peux faire ce genre de choses. On a traversé différentes dimensions, aller-retour, et elle était toujours avec moi. Mais elle s'en souvient après? Non, elle s'en souvient pas, elle était en état de sommeil, elle dormait contre moi, et j'ai essayé de la réveiller, mais je suis pas arrivé. Mais elle est restée avec moi. Il y a eu elle a eu une espèce de missing time, c'est-à-dire elle a cru qu'il était 8h et quelque chose la première fois, et il y avait 1h15, 1h30 de plus que ça. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Il y a quelque chose qui se heurtait dans son esprit. Et je dis, moi je sais de quoi il est question et pourquoi tu as cette espèce de sensation bizarre que tu as loupé quelque chose. On est partis en voyage dans un monde supérieur tous les deux. C'était extraordinaire. Et à ce moment-là, alors, on est très conscient. C'est dommage justement de perdre... Moi j'étais très conscient, j'ai passé mon temps à essayer de la réveiller. Oui, mais quand elle était de l'autre côté, finalement, avec vous, elle était réveillée? Elle dormait contre moi. Elle dormait contre moi. Elle était dans et j'essayais de lui dire, bon, réveille-toi, mais en même temps, je lui disais, mais surtout ne reste pas, parce que avec ton rêve, tu risques de nous entraîner ailleurs, j'ai pas du tout envie d'aller n'importe où. Donc, ne reste pas, réveille-toi. Bon, ça s'est passé 3 fois, je sais pas comment on peut réveiller quelqu'un qui dort dans les mondes supérieurs. Moi, j'y suis pas arrivé. Pourtant, j'ai crié fort, mentalement parlant, très très fort. Mais quand on sort de son corps, justement, la nuit, d'une manière automatique, est-ce qu'on continue à dormir ou alors à ce moment-là on est conscient? Mais c'est le fait le voyageur du corps, par définition, c'est la pleine conscience. Oui. Si vous n'êtes pas à la pleine conscience, c'est tout autre chose, mais c'est pas un voyageur du corps conscient. Oui, mais la nuit, quand on sort, quand on s'endort, on sort tous la nuit. Oui, plus ou moins loin, plus ou moins. Oui, voilà. Oui, alors vous êtes dans un espace d'état d'inconscience, on peut dire, si on peut parler de ça, mais en fait, vous êtes plutôt dans un état de rêve. Oui, voilà. Et le rêve, c'est une activité mentale incontrôlée, dans lequel la lucidité, la mémoire, il y a différents paramètres là-dessus. La lucidité, la mémoire, le contrôle que vous avez sur les choses est très bas. Voilà, c'est ça. C'est là-dessus qu'il faudrait travailler finalement pour essayer justement de franchir la barrière.
Il y a un travail à faire, je pense, comme les gens de l'IAC l'enseignent. Au départ, moi, je travaillais pas du tout sur l'énergie. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais tort. Parce que pour moi, c'était l'énergie, c'était ce qui m'alourdissait quand je me barrais hors de mon corps. Et c'était vraiment quelque chose de vraiment... c'était un boulet pour moi. Et ces gens-là développent des techniques sur la base de la maîtrise énergétique. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment une très très belle voie pour arriver à faire des voyages hors du corps en pleine conscience. Au cours du voyage que j'ai fait au Portugal, dans leur centre, ils ont une espèce de campus au Portugal, en pleine campagne. J'ai expérimenté une technologie basée sur des ondes sonores et qui sont projetées dans tout le corps. Et j'étais surpris de voir que cette technologie-là augmentait mon niveau vibratoire en 5 minutes. Chose que j'aurais obtenue en 1 heure ou 2 ou 3, parfois avec beaucoup de travail. Donc là, j'ai commandé cette technologie et je vais l'expérimenter en aveugle, on va dire, auprès de différentes personnes pour voir si ça peut être utilisé pour élever le niveau vibratoire de manière, on va dire, technologique. Et à partir de cette nouvelle plateforme, c'est comme si la personne montait 2 ou 3 étages, pouvoir accéder à des états de conscience plus facilement, vous voyez. Donc on va tester ça avec un de mes amis. Alors on peut vous retrouver sur Internet, sur www.marc-auburn.com. Et surtout sur Facebook. Sur Facebook également. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Alors là, vous me prenez à froid. Justement. Écoutez, portez-vous bien. Non, mais mon message principal, c'est ne croyez rien que vous puissiez expérimenter vous-même. À commencer par ce que je vous raconte moi. Donc, je dis souvent, je l'écris souvent, les mots n'ont aucune valeur. Vous voyez, il y a ça 3 semaines, 4 semaines, il y a quelqu'un qui m'a contacté par intermédiaire du site internet. C'était quelqu'un qui cherchait à faire un voyage hors du corps depuis plusieurs années. Et il a réussi au cours du mois de septembre 4 fois dans la même nuit. Il se reconnaîtra s'il écoute votre émission. Et voilà, donc il a expérimenté et il s'est vraiment rendu compte qu'on peut raconter n'importe quoi et imaginer n'importe quoi. Les mots sont vides. Quand on vit l'expérience, c'est quelque chose d'absolument neuf et c'est quelque chose qui bouleverse complètement sa vie de fond en comble. Il n'aurait pas pu imaginer ça, bien qu'il ait imaginé quelque chose avant de réussir, qu'il voulait réaliser ça. Mais il voulait réaliser quelque chose dont il n'avait aucune idée. Donc il a réalisé cette chose-là. Et moi, mon plus grand bonheur, parce que ça arrive de temps en temps, c'est quand les gens arrivent à avoir l'expérience directe. Pour moi, un être spirituel, un être qui a une vie spirituelle, c'est un être qui a la capacité consciente et volontaire à voyager dans d'autres dimensions. Pour moi, il n'y a pas d'autre spiritualité que celle-ci. Sinon, on va tomber dans un système de croyance, quel qu'il soit, et au pire, ça sera une religion. Ce qui pour moi est une calamité. Maintenant, c'est une calamité peut-être nécessaire pour un certain nombre de personnes. Mais la personne qui est capable, à un moment de sa vie, de passer dans une autre dimension en pleine conscience, c'était le cas de cette personne qui se reconnaîtra si elle écoute votre émission, et qui témoigne aussi sur la page Facebook, dans la rubrique Autres voyageurs. C'est un de mes amis dont le surnom est Pierre qui anime cette rubrique, et on en a quand même quelques-uns qui se sont signalés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quelquefois, il suffit d'expliquer aux gens que c'est possible, mais qu'il n'y a pas les dangers indiqués par des soi-disant spécialistes de l'astral et tout ça. On entend des imbécilités, Alain, mais c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est ça le problème. Mais des imbécilités énormes, quasi religieuses. Oui, c'est ça. C'est qu'on fait peur. On fait peur sans arrêt à tout le monde. Vous allez vous perdre, vous allez être attaqué, vous n'êtes pas assez ancré. Mais des flopées d'imbécilités de gens qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Voilà, mon message, c'est expérimentez vous-même. Faites votre expérience vous-même. De manière répétée, comme ça vous aurez une vraie base, vraiment quelque chose de solide et vous ne ferez pas balader par qui que ce soit, y compris par Marc Auburn. Marc Auburn ne cherche pas, j'ai aucun intérêt à faire gober ma littérature à qui que ce soit, je ne suis pas de vendre mes bouquins, loin de là, mais je suis ravi quand quelqu'un m'appelle, me passe un message en disant ça y est, j'ai réussi, simplement parce que vous m'avez donné 2-3 explications. Vous savez, il y a plein de gens qui sont au bord d'y arriver. J'en ai encore quelques-uns là, dans le visier, on va dire. Il suffit quelquefois de leur dire n'ayez pas peur, allez-y, jetez-vous à l'eau, et je vous donne 2 ou 3 explications, parce qu'à un moment ou à un autre, quand il vous arrive ça et ça et ça, vous n'êtes pas en danger, il vous arrive simplement, voilà, l'explication, elle est là. Donc allez-y, continuez l'étape suivante. Et on a régulièrement des gens qui, d'un seul coup, passent de l'autre côté. Donc, vivez l'expérience vous-même. Et vous savez, vous avez une certaine catégorie d'expérienceurs qui sont les gens qui font des ND2 parce du fait de maladies ou d'accidents, mais également les gens qui font des rencontres avec des créatures non terrestres, un ovni ou leurs occupants. Donc ça, c'est des choses qui vont leur ouvrir l'esprit et bien souvent tout ça s'enchaîne, ça forme un tout global. Il y a une seule et même réalité. La réalité, c'est qu'on vit dans un monde qui
qui est en théorie minuscule, mais quand on le regarde attentivement et quand on vit l'expérience de la réalité, on se rend compte qu'il est immense dans toutes les directions, qu'on n'est pas tout seul et que voilà. C'est sûr. Ce que je voulais dire, sans croire n'importe quoi, n'importe qui, on peut se baser sur les intervenants. C'est aujourd'hui d'ailleurs, les NDE sont reconnus par. C'est un témoignage, voilà. Mais vous savez, tout ça c'est vite tant qu'on n'a pas d'expérience en direct. C'est ce que je vous dis, Alain. Ce sont que des mots. Même mes mots qui passent dans votre radio, ce sont que des mots, ils n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est que quelqu'un, à un moment ou à un autre, par ces mots, se dise peut-être que. Oui. Et que la possibilité lui soit donnée de vivre l'expérience. Et quand elle a vécu l'expérience, c'est qu'il lui fallait un tout petit coup de pouce. D'où le titre du bouquin que j'ai écrit, 001%, parce que pour moi, à la base, je l'écrivais pour une toute petite frange de la population qui était en quelque sorte au bord, en équilibre. Il suffisait d'une petite pichenette pour qu'il bascule dans la réalité. C'est ça, oui. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient plus nombreux que j'imaginais. Tant mieux. Un petit peu plus nombreux. Merci Marco Borne et à très bientôt. À bientôt, Alain. Fréquence Évasion.